Du projet ESUP. C'est quoi cette démarche projet? Bon, vous avez assisté, on a assisté tous ensemble à la structuration du consortium avec aujourd'hui un bel outil, avec en plus des moyens grâce aux adhésions des établissements membres, dont on espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Ce que je vais vous présenter, c'est comment est-ce qu'on va se servir de ces moyens-là pour faire avancer le projet. C'est ce qu'on appelait la démarche projet. Comment ça marche? Alors, on va faire quelques rappels sur l'incubateur, le dépôt. C'est des choses qu'on vous a déjà présentées, mais qui restent tout à fait valables. On va voir comment ça se situe par rapport à ça. On va voir comment est-ce que aujourd'hui déjà le consortium soutient les différents projets qu'il distribue. On va voir comment est-ce qu'il sera possible d'accorder des aides financières aux projets, et puis comment est-ce qu'on va faire pour suivre les projets qui sont aidés par le consortium. Alors un petit rappel sur la vie des projets. La place d'un projet, elle dépend essentiellement de deux choses, de son degré de maturité, c'est-à-dire qu'on a un incubateur dans lequel on va déposer des projets non matures, puis un dépôt officiel dans lequel on va avoir des projets aboutis. Et la place d'un projet va aussi dépendre des garanties qu'il offre. Alors, pour le dépôt officiel, donc on parle de projet mature dans le sens où il faut que le projet soit en production dans 2 établissements pendant 1 an, ou bien 2 ans dans un même établissement pour être considéré comme suffisamment mature pour être dans le dépôt officiel. Les garanties sont triples. La première, c'est l'intégrité des systèmes. Le deuxième, c'est la continuité de fonctionnement, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui change, par exemple sur des back-ends de bases de données, eh bien, l'établissement porteur du projet s'engage à ce que le produit continue à fonctionner. Et puis, il y a une notion de cohérence de l'environnement qui est un petit peu moins vraie maintenant, mais c'est vrai que quand on a commencé avec des canaux uPortal, on pouvait avoir des problèmes de compatibilité entre les canaux qu'on a moins maintenant avec les portlets. Donc voilà pour le dépôt. Ça ne change pas. L'incubateur, c'est ce qu'il y a juste avant le dépôt, donc c'est le point de passage obligé, c'est-à-dire que tous les projets, même ceux qui sont, enfin, tous les projets du dépôt actuellement sont passés par l'incubateur, y compris les projets ESUP Commons, le projet ESUP Lecture, le projet ESUP Réunion dont on a parlé. C'est de toute façon le point de passage obligé. Ce qu'il faut noter, c'est que sur les projets que vous trouvez dans l'incubateur, vous n'aurez pas les garanties que vous avez dans le dépôt. Ça n'empêche qu'en général, les gens font les correctifs nécessaires en termes de sécurité et de continuité de fonctionnement, mais il n'y a pas de garantie à ce niveau-là. Ce qu'on peut noter également, c'est que tous les projets qui sont dans l'incubateur n'ont pas forcément vocation à intégrer le dépôt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'apport de certaines garanties, on sait qu'on a des fois des problèmes de suivi des projets dans les établissements pour des problèmes de moyens. Il ne faut pas que ce soit un frein à rentrer dans l'incubateur et à faire connaître les projets. Peut-être que vous allez développer quelque chose qui va être repris par ailleurs et que cet établissement trouvera l'application suffisamment critique pour apporter elle-même les garanties en termes de suivi, sécurité, fonctionnement, etc. Voilà, donc ça ne change pas. C'était juste des rappels. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment est-ce que le consortium soutient les projets aujourd'hui? Alors d'abord, la communication, hein, c'est essentiel dans notre monde. On parle de mutualisation, mais si on ne se fait pas connaître, la mutualisation n'est pas possible. Donc on fait, on a des listes d'annonces dans lesquelles on va annoncer les nouveaux produits. C'est comme ça en général qu'on repère les nouveaux projets et qu'on les invite à venir se présenter ici aux ESUP Day 2 fois par an. Et puis on a aujourd'hui un outil qui est le wiki, qui est assez sympa, donc on peut afficher tous ces projets sur le site web. Donc ça c'est la partie communication. Les outils, les méthodes, vous avez certainement remarqué que depuis 2 ans au moins, il y a eu des gros efforts de fait en termes d'outils et de méthodes de développement pour fédérer tout ça. On utilise de manière préférentielle SourceSup. On a aussi des choses propres à ESUP. Les listes de diffusion qui peuvent être créées pour les projets. L'espace collaboratif au sein du wiki, il y a des espaces là qui commencent à bien marcher avec des gens qui contribuent largement à la documentation. Et puis le gros effort qui a été fait, ça concerne les méthodes de développement avec ESUP Commons, qui connaît un succès même au-delà de ce qu'on espérait avant, puisqu'on voit que tous les nouveaux développements aujourd'hui se fédèrent autour de ESUP Commons. Comment est-ce qu'on soutient les projets aujourd'hui? C'est le conseil, hein. On voit de nombreux échanges sur les listes, SUP utilisateurs. Des fois, on part sur d'autres listes parce que ça devient un petit peu trop touffu au niveau de SUP utilisateurs. Je pense que les gens, notamment de la coordination technique, sont à votre écoute
pour si vous avez des soucis de positionnement par rapport à des outils, par rapport à des technos, etc. ESUP, c'est aussi un espace de discussion pour ça, et en cela, c'est assez riche. Et puis, ce qui est nouveau, c'est qu'on va, à partir de très bientôt, j'espère, pouvoir accorder aux établissements membres qui s'engagent dans une démarche de mutualisation pour une distribution au sein de la communauté, accorder des aides financières grâce aux cotisations des membres. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Alors bon, c'est quelque chose qui a été préparé par le comité de direction du consortium, par la coordination technique que je vous présente maintenant. Comment est-ce que pratiquement un projet qui va naître dans un établissement va pouvoir bénéficier d'une aide du consortium? Alors, d'abord, pour pouvoir être aidé, il faut être membre du consortium, mais on n'a aucun doute à ce sujet, vous serez bientôt tous appartenant à des établissements membres du consortium. Donc la demande se fera auprès du chef de projet du consortium, qui est donc Alain Mayer. Pratiquement, on aura 2 rapporteurs qui seront nommés par le comité de direction, un rapporteur du comité de direction qui s'occupera des aspects stratégiques, quel est l'intérêt stratégique du projet, et puis un rapporteur technique qui sera probablement issu de la coordination technique et qui lui donnera son avis sur la consistance technique du projet. Donc la décision sera prise par le comité de direction. Le comité de direction, je vous renvoie au statut du consortium pour voir ce que c'est. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Alain. Voilà, et donc ce qui fera la décision, c'est il faudra que ce soit intéressant pour le projet, il faudra que ce soit techniquement consistant, avec notamment, donc je l'ai dit, l'avis de la coordination technique. Si les rapports si les rapporteurs sont convaincus, eh bien, à ce moment-là, on établira une convention entre l'établissement porteur du projet et le consortium. On va en parler juste après. Pratiquement, si vous avez dans vos cartons des projets en vous disant là c'est l'application killer qui va tuer le truc, il faut absolument que je sois aidé pour le faire, c'est dommage, il me manque un peu. Voilà, grosso modo, ce qu'on va vous demander pour être aidé par le consortium. D'abord le nom du projet, évidemment, le public visé. Si par exemple, vous voulez écrire une portelette en lien avec une application qui n'est utilisée que dans 20 établissements, ce sera, le public, ce sera 20 établissements. L'intérêt, vous en serez convaincu puisque vous faites la demande. Un responsable, c'est-à-dire quelqu'un de bien identifié qui sera l'interlocuteur du consortium pour ce projet-là. Les autres acteurs, je pense que quand il y a un projet, il y a beaucoup de monde en général autour. Les développeurs, les graphistes, les testeurs, s'il y a des pilotes ou des maquettes qui sont installées dans d'autres établissements, c'est intéressant aussi. Éventuellement les formateurs, parce qu'on se rend compte avec les ateliers, avec la formation ESUP Helpdesk, qu'il y a aussi ce rôle de formateur est central dans le développement d'un projet. Ensuite, on vous demandera les technos qui sont utilisés, les méthodes, les outils de développement que vous comptez utiliser, les standards aussi. Si jamais vous vous appuyez sur des composants externes, on fera attention aussi aux licences de distribution, faire attention à ce qu'ils soient compatibles avec la licence ESUP Portail. Ensuite, ce qu'on vous demandera, c'est quel est le travail à réaliser. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau développement? On part de rien. Est-ce qu'il s'agit d'un développement existant mais qu'il faut packager pour le rendre configurable dans plus d'établissements qu'il n'est installé actuellement? Ou est-ce que c'est un développement existant qu'on veut étendre en rajoutant des fonctionnalités, etc. Voilà. On vous demandera un cahier des charges avec un planning. Donc dans le planning, on vous demandera quelque chose d'assez précis. C'est un planning qui comprendra l'étude éventuellement si elle n'est pas faite, la spécification, le codage, éventuellement les maquettages jusqu'aux phases de montée en charge. On sait qu'on s'adresse aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs pour nos applications. Le test de montée en charge est fondamental pour nous. Voilà, et puis au fur et à mesure, pour qu'un développement grossisse bien, on sait que s'il y a des intermédiaires disponibles pour la communauté, pour faire des tests, etc., on vous les demandera aussi. On vous demandera le coût estimé du projet par poste, et puis on demandera des engagements concernant la pérennité du projet. De manière évidente, les aides seront accordées aux projets qui ont une vocation à être pérennes, c'est-à-dire à être maintenus dans le temps pour toute la communauté. Donc je parlais des engagements pour l'établissement porteur d'un projet.
D'abord, un cahier des charges détaillé. Bon, on n'est pas toujours très très fort dans notre communauté universitaire sur les problématiques de cahier des charges, etc. C'est peut-être le moyen de formaliser un petit peu tout ça. Il faudra que les technologies, outils, méthodes soient, quand elles existent, celles préconisées par le consortium et notamment la coordination technique, pour des raisons évidentes de mutualisation du savoir-faire. Il faudra évidemment respecter le planning, mais là par contre on est très fort dans notre communauté là-dessus. Et puis il faudra s'engager en termes de pérennisation du projet, c'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que tous les projets de l'incubateur n'ont pas vocation à aller dans le dépôt officiel. Ces projets qui seront aidés devront avoir la vocation d'intégrer le dépôt officiel et d'être largement distribués au sein du consortium avec toutes les garanties que ça implique. Mon objectif, c'est surtout pas de vous faire peur en termes de cahier des charges, etc. Ce matin, bon, on a un petit peu réfléchi au problème. Vous pouvez compter sur les gens de la coordination technique aussi pour vous aider à monter ce genre de projet. C'est évident, mais je préfère le dire. Une fois qu'une aide a été accordée à un projet, le suivi du projet est régi par la convention qui est donc signée entre l'établissement porteur et le consortium. On mettra en place pour chaque projet un comité de suivi. Donc il y aura le responsable du projet dans ce comité, il y aura un responsable technique de l'établissement porteur ou bien d'un des établissements qui participent au développement. Il y aura un référent fonctionnel, quelqu'un du comité de direction du consortium pour les aspects stratégiques, et puis un référent technique qui sera probablement issu de la coordination technique. Voilà. L'idée, c'est de faire des réunions à intervalles dérivés pour anticiper toutes les dérives de planning qu'on peut observer sur les projets, pour comprendre ce qui se passe quand ça ne va pas bien, aussi pour rendre compte de temps en temps de l'avancement du projet. Voilà, présentation un petit peu formelle ce matin, mais c'était pour vous situer un peu le cadre dans lequel on pense travailler pour ces projets aidés. En résumé, si vous avez un projet et que vous pensez qu'il est intéressant pour toute la communauté et que vous avez besoin d'aide pour le faire, il faut d'abord demander. Ensuite, le consortium regarde ce qui se passe avec deux aspects qui est l'intérêt stratégique pour l'ensemble de la communauté et la consistance technique du projet. On met en place un comité de suivi et je pense que comme ça, on va avoir des choses de plus en plus intéressantes au niveau du consortium. Voilà. Tout ce que je viens de vous dire, c'est du concret. Ça fait plaisir de voir le consortium arriver à ce stade d'évolution. C'est évidemment la meilleure raison pour adhérer au consortium de nous aider à développer ce genre de projet. Voilà, alors je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou si Mais bon, ça a peut-être besoin de mûrir. Peut-être qu'on peut s'accorder 10 minutes après le repas, par exemple. Il y a peut-être des questions qui vont émerger pendant le repas aussi. Hein ? Merci.